et messieurs, pour le grand jour des chroniques sur RTI 1, le rendez-vous hebdo dans C'est Midi avec les segments sciences, art de vivre, charité, people, cinéma, réponse à vos questions, monde contemporain et toujours nos invités inspiration. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue en direct. Notez bien, dans la deuxième dimension de cette émission, nous aurons une interview spéciale avec la Sénégalaise Ami Sarfal, directrice du groupe Intelligence et présidente du Forum mondial sur l'avenir de l'éducation. C'est l'une des plus grandes, des plus influentes et des plus engagées du continent. Allez, elle évoquera avec nous divers sujets. Je cite ses conférences dans les plus prestigieuses universités de ce monde, l'éducation, le développement durable et toutes les causes qu'elle défend ici et ailleurs. Ses rencontres avec le couple Obama, le Dalai Lama. On parlera aussi d'actualité plus encore. Voilà qui promet pour ce numéro. Avec nous pour donner des degrés à ce programme, notre indispensable audience studio constituée aujourd'hui des enfants d'Adzopé, de l'Institut supérieur Nanan-Thérèse et du département Sarcom de l'université Félix Houphouët-Boigny. Bonjour à tous autour de la table. Bonjour Alicia. Alissa. Ça fatigue parfois. Alissa, ma chérie. Bonjour à Andrea. Bonjour Jean-Michel. Bonjour aussi à vous, le Science Boy. Bonjour mon très cher. Ça va bien. Allez, bonjour mon cher Paulus. Bonjour Ezia. Moi je ne l'avais pas bien fait, donc vous le refaites, c'est ça? Je vais leur dire bonjour particulièrement. Je me sens très en France. D'accord, vous avez envie de parler. Merci, chacun a son style. Ok, allez, nous allons attaquer cette émission aujourd'hui avec tout de suite une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que nous faisons gagner sur notre page Facebook, la page Facebook de C'est Midi, des tickets de cinéma. Et pour tenter de les remporter, c'est simple, vous devez essayer de répondre à cette question. Paulus, allez-y. Alors, la question, quel est le nom de l'invité du C'est Midi du vendredi dernier? Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça, et on va donner les résultats juste après. La première coupure publicitaire, donc il faut partager la publication et répondre en commentaire. Les 3 premiers auront chacun 2 tickets. Ok, super. Ça se passe bien dans votre relation, Paulus? Votre relation amoureuse, ça se passe bien? Je sais pas d'où sort le sujet. Bon, c'est une question en passant. Hein. D'accord, on se comprend, ok. Mais ça se passe pas très bien hein, chez l'une des stars que vous suivez de près depuis un moment. Ouais, ça se passe pas très bien. D'accord, ok. Si vous voulez des détails, restez là. Alissa Zena Khalil, C'est Midi People. Alors, j'espère que vous allez bien chez vous à la maison, de là où vous me suivez. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très délicat. Il s'agit de ce footballeur nigérien qui a décidé de se séparer de sa femme parce que cette dernière avait manqué de respect à sa mère. Je vous explique. Il se nomme Ogola et depuis quelque temps, il a décidé de mettre fin à sa relation avec sa femme qui partage sa vie depuis plusieurs années parce que cette dernière aurait manqué de respect à sa mère, insulté ses frères et mis à la porte certaines de ses cousines. La dame se plaignait du fait que ses parents venaient trop demander de l'argent à la maison et qu'ils passaient trop à la maison, très souvent à la maison, et elle, au fait, elle en avait marre. Donc, je pense qu'une chose en entraînant une autre, elle a pété un plomb. Donc, le monsieur qui a dit que c'est sa mère qui s'était occupée de lui depuis sa naissance, c'est bien normal, qu'il a soutenu que sa première femme était sa mère. Donc, il a décidé comme ça de se séparer de sa femme. Ce qui rejoint un peu l'histoire qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire avec le footballeur Abdul Razak et sa femme Aïcha. La mère de ce dernier avait fait une vidéo dans laquelle elle disait que son fils ne s'occupait plus d'elle depuis qu'il était en couple avec Aïcha. Donc, moi, je pense que déjà, ce genre d'histoire-là, c'est un peu délicat parce qu'on n'aura jamais les deux versions. Donc, ma grand-mère m'a toujours dit, dans une histoire, il y a toujours 3 versions. C'est-à-dire la version du gars, la version de la go, puis la version du voisin? Non, il y a la vérité. Mais en même temps aussi, il faut savoir que ça peut ne pas être évident aussi. Hein. Okay. Bon, vous êtes en couple, à chaque fois, bonjour, bonjour. Après, il y a plusieurs personnes qui sont super familles, au fait. Je ne suis pas contre la famille de mon époux, mon chien et tout. Mais vous êtes pour ou contre les visites intempestives? Non, moi, je n'aime pas ça. Honnêtement, ce genre de choses-là, je trouve ça déplacé. Parce que nous, on ne s'immisce pas chez vous tout le temps. Bon, après, tu peux venir voir ton cousin une fois. Mais tu as des footballeurs, même dès qu'ils sont à Abidjan, tu as la famille qui est là. Ou bon, ok. Surtout qu'ils ne le voient pas toute l'année. Effectivement. On peut au moins ok. Non, il n'y a pas de problème qu'ils ne le voient pas. Mais dans le cas du footballeur, c'est pas qu'ils ne voyaient pas leur frère toute l'année. Il était au Nigeria avec eux, au fait. Ah, ok. Voilà. Donc, du coup, bon, elle n'a pas compris. Je ne prends pas de parti pour la dame parce qu'on n'a pas encore écouté sa version des faits. Mais bon, je veux simplement dire aux internautes
internautes de juger moins sévèrement, au fait, les situations. Parce que surtout les histoires de couple, on ne sait jamais où ça commence, au fait. Donc, les jugements doivent être moins sévères, au fait. Aloussène, alors vous, dans une situation pareille, comment vous réagissez? Visite un peu trop régulière de vos parents, demande de soutien, d'appui financier. Ce sont des choses qui peuvent gêner. La famille élargie, oui, ça gêne. Ma mère, ça gêne pas. Elle a carte blanche. Parce que la maman, c'est ma maman. Au point que votre mère gêne votre épouse. Enfin, Ça, c'est grave, si par elle contre. l'estime. Si elle estime, on déménage. Elle a son elle avec moi et tout, et ma mère, elle a chez elle. Mais tant que ma mère veut venir me voir, et c'est pareil pour de l'autre côté, c'est pareil pour l'autre côté. C'est-à-dire que si la mère de ma femme veut venir me voir, matin, midi et soir, tout le temps, moi, ça me gêne pas. Mais dans ce cas, habiter ensemble en même temps. Non. Non. Hey, la famille, c'est sacré. Non, mais il ne faut pas abuser. Faut être raisonnable. En fait. Alors, c'est quoi la limite, Andrea, pour vous? Enfin, moi, je pense que tu as eu ton enfant, tu l'as élevé depuis qu'il est tout petit. À un moment, faut donner un peu de l'espace à celle qui partage maintenant sa vie, en fait. Tu ne peux pas être à chaque fois dans le foyer de ton enfant. Tu peux venir une fois par mois, voir les petits-enfants, puis c'est tout. On va dire même une fois par semaine. Par semaine, limite. Oui, voilà. ça va. Mais à partir du moment où tu sens que ta belle-fille n'a plus vraiment sa place, tu lui laisses de la place. Mais vous répondez quoi à votre maman quand elle vous dit c'est mon fils, c'est moi qui l'ai mis au monde? Mais c'est mon mari Je me suis aussi. sacrifié pour lui, j'ai C'est tout le fait. père de mes C'est mon enfants. mari, c'est le Papa, père de mon mes père t'ont enfants. donné, c'était moi qui étais là. J'ai tout donné. Mais c'est ton droit, c'est ton devoir en fait. Moi, je pense que les parents doivent arrêter de nous prendre, de s'appuyer sur le fait que je me suis occupée de toi depuis que tu es tout petit. Tu as décidé que je vienne au monde. chantage. C'est normal que tu t'occupes de moi en fait. Tout comme moi, je suis obligée de m'occuper de mes enfants. Mais ça me saoule. Attention, on va pas casser la table, on se Vous avez jamais vu ça, on dirait. Pas du tout, mais... Si, on dirait. Non, pas du tout. Alors, Riz Pas du Garon, tout, mais... vous êtes très famille dans En tout cas, votre mission. On va peut-être le tester maintenant par votre réaction. Oui. Vous en pensez quoi de ce sujet? Je pense que dans toute chose, l'excès nuit. Il faut que chacun garde À quel moment on parle d'excès quand on est devant maman, devant ses frères, Donc je avec pense qui on a que toujours grandi et tout partagé? C'est un trop plein de tout C'est ça. plutôt, pour les frères, on peut leur parler, mais pour maman, il faut savoir lui parler. Et puis il faut faire comprendre à madame aussi que c'est la mère. La communication, Donc, alors, la est une clé communication. pour régler ce genre de soucis. La seule clé d'ailleurs, je pense, pour régler ce problème-là. Paulus Agaton, est-ce que ce footballeur ne devrait... La clé de tout ça, c'est pas la communication, c'est la compréhension. Parce qu'on peut communiquer. On peut communiquer. Non, mais on peut pas se comprendre si personne ne va on ne sait pas se parler. Non, même si on se parle, que l'autre ne veut pas comprendre. Comprendre, il ne va pas comprendre. D'accord, on sont gamés, comme on dit. C'est ça. Alors, Paulus Agaton, est-ce que vous ne pensez pas que ce footballeur aurait peut-être dû rendre sa famille indépendante, d'une certaine façon, peut-être en leur aidant à installer des business, de sorte à réduire la dépendance à sa bourse? Je partage cet avis, pardon. Bien sûr, je partage cet avis et personnellement, moi, si je me retrouvais dans pareilles circonstances, moi j'aimerais avoir mon environnement à moi. À partir du moment où je décide de me marier, c'est que c'est pour vivre avec ma femme, à la limite mes enfants. J'ai pas besoin que peut se ma mère ou ma marier, belle-mère viennent s'installer, soit là trop régulièrement, quoi. Voilà. Ok. Alors, Paulus. on peut prendre Pareil. un avis un peu particulier, celui de quelqu'un qui ne manque jamais à ce rendez-vous, sauf cas de maladie. Docteur Philo, sous vos applaudissements. Qu'on respecte les gens, c'est pas comme ça on fait. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là, vous pensez que ça m'arrange? Moi, c'est ma notoriété qui a joué. Hein? Dites-nous. C'est pas grand-père. C'est pas parce qu'on t'a donné notre fille que tu vas te comporter comme ça. C'est moi qui ai invité Grand. Tu sais, nous sommes en Afrique. Ah oui, c'est vrai que Grand P devait participer à l'émission aujourd'hui. Il a fait une vidéo, c'est notre beau, c'est moi qui l'ai invité à attaquer mon beau des Ivoiriens. Ok. Alors j'ai dit, viens chez moi à la maison. Tu peux pas te déplacer, tu viens même pas avec un morceau de pain. Alors, qu'est-ce que vous avez pris comme décision finalement? Non, c'est bon. Moi j'appelle le doxy tout à l'heure. C'est bon, cette relation va s'arrêter Et là. pourtant, il a posté sur sa page qu'il serait avec nous aujourd'hui. Vous apportez quelque chose, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. L'Afrique, nous avons nos réalités. Une belle famille. Encore cette histoire de belle famille. Tu sais qu'il pleut à Abidjan 2 jours. Regarde ça. J'ai même pris C'est pas facile, hein, J'étais même prêt à mettre grand père au dos. les palabres. J'ai dit, bon, tu es arrivé, tu m'as apporté. Ça n'engage que vous. C'est moi qui souffre dans ma chair parce que je connais ma fille à grand père. Tu m'as apporté quoi? Il dit que ça va pas 2 jours là. Et moi, je mange quoi? Je mange quoi? Voilà, donc, D'accord. de toute façon, les familles vont régler ça, mais moi, je ne peux pas le recevoir. Ah, d'accord. Je ne suis pas matérialiste. Il faut tout faire pour régler cette affaire en famille. On embrasse Grand P. Allez, on embrasse Grand P.
Voilà. On apprend à respecter. L'ambiance est trop belle par ici. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Alors, pas besoin de poignée de main quand on veut se saluer ici entre nous. Mais ça devient tout de même un passage obligé quand on veut rentrer chez vous, n'est-ce pas? Et surtout chez notre cher ami Al-Hussein. Enfin, dans sa chronique. Al-Hussein Sidibé, c'est histoire et invention. En 1958, Marie Van Brittany, avec l'aide de son mari, ont breveté le premier système, sinon l'un des premiers systèmes de vidéosurveillance domestique, donc pour la maison. Aujourd'hui, un inventeur ivoirien, donc on rentre directement dans du Made in Côte d'Ivoire, remet cette innovation, sinon ce dispositif, au goût du jour. Son nom, c'est Monsieur Kakou Guy Martial. Il est DG de l'entreprise de technologie Ramia, technologie et innovation, qui exerce dans le domaine de la domotique. Avec lui, on parlera de la porte intelligente, une porte électronique intelligente. D'accord. Alors, vous avez compris pourquoi je vous ai lancé en parlant de poignée, parce que Effectivement, voilà, le rapport et vous êtes très doué à passer des perches. C'est gentil de votre part. Alors, on parle de la poignée électronique. Déjà, moi, je veux partir d'un constat. Pourquoi, sinon, d'où vient l'idée d'inventer une poignée électronique connectée? Ou encore poignée intelligente. Intelligente. Bon, apparemment, la mienne, elle n'est pas très intelligente. D'accord. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, explication donc au motif ou au mobile de cette invention. Alors, c'est parti d'un constat tout simple. C'est qu'il y a certaines personnes, après le boulot, se retrouvent après les embouteillages chez eux, en laissant le trousseau de clés au bureau. Ah, ça arrive souvent, ce type d'oubli. Ça m'est arrivé la semaine dernière. D'omission. Surtout avec les femmes, lorsque vous changez de sac à main, parfois vous oubliez le contenu. C'est une fois au bureau qu'il faut appeler le serrurier pour défoncer la porte. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas inventer une poignée intelligente? D'autant plus que la technologie aujourd'hui nous donne plusieurs possibilités de le faire. D'accord. Comment fonctionne la poignée intelligente en cas de perte de clés Alors, celle-ci est dotée d'une intelligence artificielle. Donc, elle vous permet d'accéder à votre domicile à l'aide de l'empreinte digitale, d'un code à 4 chiffres ou encore du téléphone portable. Wow. Ah tiens. Donc, pour aujourd'hui, on va s'exercer avec les 3 options. D'accord. L'empreinte et... Comment vous enregistrez déjà votre empreinte dans la mémoire de... Enfin, je ne sais pas s'il faut le dire, dans la mémoire de la poignée. Alors, comme je disais tout à l'heure, elle est dotée d'une intelligence artificielle. Donc, il y a une mémoire vive à l'intérieur. Et donc, une fois l'achat effectué, nous enregistrons vos coordonnées dans la poignée intelligente, c'est-à-dire vos empreintes, votre code à 4 chiffres ou 6 chiffres, et ensuite nous paramétrons sur votre téléphone pour avoir accès à distance. D'accord, donc il faut se faire assister par votre Absolument, équipe. absolument. D'accord, en ce qui concerne le téléphone, c'est quoi le mode d'emploi et le rapport avec la poignée ou la serrure? Alors, donc là, c'est un élément physique, mais c'est rattaché par une application. Donc, l'application installée sur le téléphone vous donne accès directement au contenu, sinon à l'activité qu'exerce la poignée. Donc, disons que si vous avez un invité chez vous, moi, je remets le téléphone à monsieur. À madame, je préfère. D'accord. Ouais. Alors, donc, je vous remets le téléphone. Ma chère dame, allez-y. Monsieur Jean-Michel Ola, vous allez toucher... Elle est fâchée, elle ne veut pas que je rentre à la maison, donc... Voilà, vous allez toucher carrément le centre de la poignée. Ok, là où c'est mis card. Exactement. Ok. Allez-y. Mais bon, il faut penser à ceux qui sont à la maison. Ah, ça parle, hein. Oui, bien sûr. Voilà. J'ai touché ce card et je vois qu'il y a tout un affichage de chiffres. Exactement. Voilà. Donc, vous tapez 9 dièse. 9 dièse, c'est quoi déjà? Alors, la syntaxe 9 dièse demande à ce que la porte envoie une notification à l'application. Ok. À madame. D'accord, donc je relance. Oui. Je relance. Voilà. 9 dièse. Ok. 9. Voilà, donc la poignée demande de patienter qu'elle rentre en contact avec la. Elle parle anglais, pourquoi elle ne parle pas français? Il faut le Wi-Fi pour faire tout ça. Hein. Oh, là, dans ce rayonnement, on n'a pas besoin de Wi-Fi. Quand vous êtes dans un rayonnement... La notification est arrivée? Oui, c'est généralement dans un délai de 30 secondes. C'est où, au fait, que je... Ça va venir, vous allez recevoir un SMS tout de suite. Ah, d'accord. Donc, dès que vous recevez le message, tout de suite, vous validez et vous lancez l'application pour l'ouverture de la poignée. S'il vous plaît, en cas de coupure d'électricité, est-ce que ça fonctionne? Oui, exactement. Là, actuellement, ce que nous faisons, c'est sans électricité. Donc, ça demande vraiment de... Elle dispose d'une autonomie de 72 heures. Ok, d'accord. Ça se recharge. 72 heures. Question. Oui, allez-y. Au bout de il faut laisser ça juste en face. Oui.
Là, les interruptions d'électricité sont monnaie courante. On suppose qu'il y a une interruption d'électricité. D'accord. Par le pire des hasards, au bout de 72 heures, on n'a pas d'électricité. Alors, policier, attends, je suis désolé. Merci. Ça, c'était la phase, voilà, c'était le before. Merci. Non, je disais, les interruptions d'électricité sont monnaie courante ces temps-ci. On suppose qu'il y a une interruption et au bout de 72 heures, l'électricité n'est toujours pas revenue. Comment faire pour ouvrir la porte? Alors, au bout de 72 heures, déjà 2 heures, 3 heures de temps avant, vous allez recevoir une info pour vous prévenir de ce que la batterie tend à s'affaiblir. Et étant donné que dans la vente, nous disposons de 2 batteries. Ok. Donc, vous avez assez de temps pour recharger. Voilà, pour remédier à la situation. Je sais que votre empreinte digitale est enregistrée dans la poignée. Est-ce que l'empreinte est enregistrée? Alors, non, s'il vous plaît, faites-le comme ça. Venez par ici. Prenez le temps de présenter à tout le monde. Voilà. Voilà, donc si je veux le faire avec empreinte, il suffit de poser le doigt. Il suffit de poser le doigt sur le bouton, la poignée intelligente. OK. Et la porte s'ouvre juste à la suite. La porte s'ouvre exactement. Elle est enregistrée avec votre empreinte ou l'empreinte de quelqu'un d'autre? Oui, avec mon empreinte. Donc là, la porte est ouverte. OK. Après être rentré dans la maison. Alors, une fois que vous avez fini comme ça, est-ce qu'il faut sécuriser? Ou bien ça se condamne automatiquement? Elle est fermée systématiquement. Donc moi, si j'essaie, ça ne passera pas. Allez-y, la poignée ne réagit pas. Si, c'est moi, s'il vous plaît. Oui. Jean-Michel, celui qui a l'habitude de venir chez vous. C'est le voisin. Mais je trouve ça génial parce que parfois, tu as des personnes qui sortent tard la nuit, tu dois descendre les escaliers pour aller leur ouvrir la porte et tout. Là, il suffit juste d'ouvrir avec l'application. J'ai beau assister, ça passe pas. Franchement, c'est... Alors, donc, ça fonctionne bien, votre affaire. Le soir au coucher, vous avez le petit locker à l'arrière. Okay. Quand vous le montez, tous les utilisateurs à l'extérieur... Le locker, c'est ça? Voilà, ne peuvent plus accéder à ça, c'est pour... Une fois avant d'aller dormir, on fait monter le locker. Oui. Ça condamne complètement... Ça condamne complètement la porte. Donc, tous ceux qui ont droit à une empreinte digitale ne peuvent plus accéder. Est-ce que si quelqu'un force de l'arrière, vous allez avoir un système d'alarme? Bien sûr, c'est doté d'une alarme. Là, je vous laisse essayer, assis à la... moi, je suis à l'intérieur de l'extérieur. Vous avez activé l'alarme? Oui, non, c'est déjà activé par des... J'essaie de forcer, c'est ça? C'est-à-dire vous essayez 3-4 fois de mettre l'empreinte et ça envoie une alerte systématiquement. D'accord. Une fois? Une fois. Vous réessayez? Vous réessayez à nouveau. Vous réessayez. Voilà, vous réessayez. Apparemment, il me reconnaît, donc il ne déclenche pas l'alarme. Après combien de fois? Voilà. Ah ouais, c'est vrai, l'alarme est déclenchée. Félicitations, franchement. Voici les jeunes qu'il faut encourager. Un bel esprit innovant, une belle contribution aussi voilà, à la science et à la simplification de la vie, du quotidien des Ivoiriens. Exactement. Félicitations à vous, très cher. Bravo, le nom de votre entreprise? L'entreprise, c'est Ramia Technologie et Innovation. Est-ce que ça marche sur les portes en fer? Sur tout type de porte. Ok. Il y en a en plusieurs déclinaisons de couleurs. On en a en couleur rouge bordeaux, couleur... Rose. Sinon, comment on peut vous contacter? Alors, il y a une page Facebook? Oui, il y a une page Facebook. Ramia, ça s'écrit comment, Ramia? M-A-R-Y-A. Ramia? R-A-M-Y-A. R-A-M-Y-A. Ramia Technologie. Au pluriel, c'est ça? Non. Au singulier. Au singulier, oui. D'accord. Écoutez, félicitations à vous, cher. Et puis, c'est toujours un plaisir de recevoir des jeunes comme ça qui... Et effectivement, Jean-Michel, pour terminer, pour se sentir encore plus sûr ce soir à la maison, Monsieur Kakou a inventé cette horloge, cette montre, dotée d'une caméra intégrée avec une caméra qui vous permet d'être sûr à la maison, même quand vous n'êtes pas chez vous à la maison ou quand vous n'êtes pas au bureau, quand vous n'êtes pas dérangé. De voir ce qui se passe chez vous. Tout à fait. Vous pouvez suivre ça en temps réel sur votre téléphone. Sur votre téléphone portable. Ah, c'est vraiment génial, c'est du Made in Côte d'Ivoire, c'est à soutenir. Wow. Ouais, ça, avec ça, franchement, on est vraiment ce que les enfants font le mercredi soir, après-midi, le samedi à la maison, quand les parents ne sont pas là, c'est... Effectivement. Voilà. En tout cas, vous revenez quand vous voulez, quand vous avez une nouvelle invention, n'hésitez pas, parce qu'on sent que vous avez un esprit bouillonnant et créatif. Et ça fait plaisir. Merci, monsieur. Allez, merci beaucoup à vous. Beaucoup de courage. Et bon retour. Merci. Voilà. Rivière, est-ce que tout ça vous a fasciné? Oui, j'ai été très impressionné par sa capacité à innover. Je pense que c'est un modèle à suivre. D'accord. Vous avez décidé d'innover aussi aujourd'hui dans la manière d'amener votre brique? Justement. Ou bien ça va être toujours la même formule? Vous allez voir. On ne change pas la formule.
J'aime trop ce monsieur. Il est trop serein. Rizian, c'est famille. Alors voilà, aujourd'hui, ces familles, cette invitée, maman Béatrice Ndesson. C'est une dame qui vivait avec son homme et c'était un amour fou qui s'est soldé par 4 gosses. Mais après, l'histoire dégringole et c'est la séparation, le père qui part avec les 4 gosses. Alors aujourd'hui, elle vit seule à Bobo-Derrière-Rail. Elle vit une situation compliquée et par le biais de ses familles, elle souhaite revoir ses enfants. Et nous nous sommes rendus chez elle pour lui apporter un petit sourire. Suivez la suite, c'est dans cet élément. Ici, nous sommes à Bobo-Derrière-Rail, où nous sommes venus pour une petite visite chez maman Béatrice. C'est une dame qui a 4 enfants, dont elle n'a plus de nouvelles. Elle n'a aussi pas de nouvelles de leur père, je ne dirais pas de son mari, mais de leur père. Alors, elle se trouve dans une situation de précarité avancée. Nous avons eu écho de cette histoire et nous avons décidé de lui apporter notre aide à travers l'ONG Citoyens Propres. Je suis avec le président de cette ONG qui a voulu apporter aussi son grain de sel pour lui donner un petit sourire. Maman Béatrice, toute l'équipe de ces familles est chez vous et nous sommes venus pour juste prendre de vos nouvelles. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, je vous remercie beaucoup. Alors nous avons eu écho de votre situation. Hein. Vous êtes mère de 4 enfants, vous n'êtes plus avec le père, les enfants ne vous rendent pas visite, vous n'avez pas de leurs nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, moi-même, ça me dépasse. Je ne sais pas, il dit que oui, je les ai abandonnés, donc c'est à cause de ça aujourd'hui, il ne cherche pas à me voir. Quelquefois, de ce que soit ta maman t'a fait, mais si tu sens, tu trouves que tu es sorti d'une femme, il faut, tu vas penser à ta maman. Je sais que je n'ai pas fait beaucoup, oui, mais c'est moi qui les ai donné la vie. Mais ici, comment la vie, comment ça se passe, comment vous vous en sortez? Ici, c'est les gens. Et puis, en tout cas, Dieu aussi, souvent, même je suis là même pour trouver manger, c'est difficile. Qu'est-ce que vous ressentez? Bon, je ressens vraiment de la peine. Voilà, comme elle a dit tout à l'heure, une mère, c'est une mère. Quels que soient les problèmes qu'il peut avoir entre vous, elle demeure ta mère. Alors là, vous n'êtes pas venu les bras ballants, vous avez décidé de lui apporter un petit sourire à travers un petit geste. Ça sera quoi déjà? D'accord. Comme je l'ai dit, c'est rien de si grand puisque la nouvelle nous a tombé dessus. Donc nous avons apporté un peu de riz, un peu d'huile, un peu du savon et quelques pâtes. Voilà, en espérant que vos enfants reviennent et en espérant aussi que les autres fassent comme nous pour vous aider. Voilà, donc voici là et une petite enveloppe pour vous. Voilà. Ah, non, les mots me manquent, je ne sais pas ce que je vais dire quoi. Donc je les remercie beaucoup. Maman, d'accord. En tout cas, vous avez la bénédiction de votre mère et on espère que vous reviendrez la voir très très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. C'était Ces Familles. À bientôt. Alors voilà, c'était une situation que nous avons voulu partager avec tous les téléspectateurs de Côte d'Ivoire et on espère que les enfants ont entendu ce message de leur mère et que la situation sera résolue très bientôt. D'ici là, pensez à faire du bien autour de vous. J'avoue que c'est une journée où on règle beaucoup de petits soucis en famille. Hein, ouais, aujourd'hui, franchement, c'est la journée des familles. D'accord, merci pour ce reportage. C'est un reportage, non? Oui, tout à fait. Un sujet, voilà. Et la construction est différente des codes du cinéma. C'est bien Andrea qui va nous en apporter tout de suite la preuve. Paula Gouré, c'est ciné, c'est média. Bonjour chez vous, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Eh bien, nombreux sont ceux qui pensent que faire un film se résume simplement au tournage, à la période de tournage et tout ça, alors que non. Faire un film, c'est tout un processus qui peut être très long et très périlleux. Ça peut passer de 2 mois, parfois des années. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner toutes les étapes à suivre pour obtenir un film, pour la fabrication de griffes d'un film. La première étape, c'est le développement d'une idée.
Tout part d'une idée, il faut avoir une idée. Et cette idée-là peut germer dans la tête de tout le monde et de n'importe qui. Ça peut être le réalisateur, le producteur, le scénariste, ou même une personne lambda qui a une idée en tête, peut-être qui a vécu une situation, qui a peut-être été voisin de quelqu'un qui a vécu une situation et qui veut mettre cette situation-là en film. Voilà. Donc l'idée peut venir de toutes parts. Maintenant, si vous n'êtes pas scénariste, il faudra vous rapprocher justement d'un scénariste qui va établir un scénario. Donc ce scénariste-là, vous allez devoir le payer. Quand le scénario est prêt, vous ne pouvez pas tout de suite passer au tournage parce qu'il y a ce qu'on appelle la pré-production, qui est donc la préparation du tournage. Dans cette étape-là, en fait, il va vous falloir, à un moment après que le scénario soit terminé, le producteur va devoir engager une équipe. Donc le réalisateur, l'assistant réalisateur, le régisseur général qui va se charger de trouver les lieux de tournage, le directeur photo, le directeur de casting, enfin, ça rentre dans un mood. Quand vous allez finir de trouver toutes ces personnes-là... Les costumes, les lumières et tout ça. Les lumières et tout ça. Après toutes ces personnes-là, il va vous falloir maintenant trouver le budget. Parce que sans budget, vous ne pouvez pas faire de film. À ce moment-là, il faudra vous rapprocher des diffuseurs, des chaînes de télévision ou même des maisons de production. Après cette étape-là, maintenant, viendra le tournage. Bon, on ne va pas s'étaler dessus parce que vous savez très bien, on prend les acteurs, on les dispose et tourne. Après le tournage, il y a ce qu'on appelle la post-production. Quand vous finissez le tournage, vous vous retrouvez avec des rushs. Les rushs, c'est une banque d'images que vous avez tournée durant tout le film qu'il va falloir trier. Un peu comme le fait JB Serge. Justement. Il va falloir trier. Après le tri, il va falloir monter. Montage, c'est le monteur qui s'en occupe, aidé du script et du réalisateur. Après le montage, il y a ce qu'on appelle le mixage. Donc c'est à ce moment-là qu'intervient le bruitage. Quand quelqu'un sonne à la porte, on met le son. Quand le téléphone sonne, tout ça, c'est au mixage. D'accord. Tu comprends, vous comprenez. Ensuite, il y a les effets spéciaux. Vous n'êtes pas obligé de faire un bruitage quand elle parle. Après le mixage, il y a ce qu'on appelle les effets spéciaux. Donc, vous voyez souvent dans les films, il y a le feu, la maison part en fumée, il y a peut-être quelqu'un qui se noie. Tout ça, c'est pendant les effets spéciaux. Ensuite, on a ce qu'on appelle maintenant l'étalonnage. Ça, c'est la partie où on va donner de la couleur au film. Il y a des films qui sont un peu prononcés, couleur marron placard. Il y en a qui sont blanc-noir. Enfin, voilà, ça dépend de ce que le réalisateur ou le producteur demande. Après toutes ces étapes-là, vous avez maintenant votre film. Donc, faire un film, ce n'est pas seulement le tournage. Quand le film est prêt, il va falloir maintenant le diffuser. Ça dépend de vous. On trouve le titre aussi. Bah oui, depuis le départ. Hein. Si vous n'avez pas le titre, vous êtes mort. C'était quoi l'idée du titre de film que vous rêviez de réaliser déjà? Non, Jean-Michel. On en parlait une fois. Il n'a jamais rêvé de faire un film. Voilà, donc toutes ces étapes sont prêtes. Vous avez maintenant votre film. Il va falloir maintenant passer chez le distributeur qui va maintenant vous permettre de distribuer votre film. Et ça, c'est une autre idée, un autre thème duquel je vous parlerai peut-être la prochaine fois. Je vais terminer rapidement par vous parler de Au fil des pages. C'est une nouvelle émission qui commence dès ce soir sur RTI 1, qui est présentée par Eva Amani. C'est une émission qui est consacrée entièrement à la lecture, au roman et tout ça, la littérature en gros. Donc, ce sera tous les mercredis en 15 à partir de 21h20. Donc, si vous êtes passionné de littérature, si vous avez un roman, si vous avez quelque chose à partager avec nous, vous pouvez tout de suite nous joindre au siège de la RTI pour pouvoir passer justement dans cette émission. C'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine. Paulus Agathon, vous avez en tête une idée de si vous deviez réaliser ou produire un film, vous partirez dans quel genre? On peut peut-être demander aux internautes. Oui. Non. Ouais. Oui. Votre avis? On peut le faire, mais avant les internautes. Avant les internautes. Avant les internautes. Là, tout de suite, je Ma sais vie pas. secrète. D'accord. Aux internautes, on a posé une question. Tout à fait. On va rappeler cette question. Alors, la question, c'est quel est le nom de l'invité du C'est Midi du vendredi 4 juin? D'accord. Voilà. Et en prime, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne 2 tickets de cinéma, on va récompenser 3 personnes. Et ça va se faire juste après notre pause commerciale. N'oubliez pas que nous recevrons ici la directrice du groupe Intelligence et également présidente du Forum mondial sur l'avenir de l'éducation, Amy Sarfal, sera notre invitée. A tout de suite sur RTI 1. Le grand jour des chroniques sur RTI 1. Nous sommes en retour de pub. Toujours un plaisir de vous accompagner, mesdames et messieurs. Et tout de suite, les résultats de notre jeu lancé sur la page Facebook de C'est Midi pour vous offrir des tickets de cinéma. C'est Paulus Agathon qui a les détails.
Alors, la question du jeu, c'était quel est le nom de l'invité de C'est Midi du vendredi 4 juin, donc du vendredi dernier. On avait décidé de récompenser 3 gagnants avec 2 tickets chacun. Finalement, on va rajouter un gagnant, donc on aura 4 personnes à récompenser. Oui. Et donc, je pense que la régie peut même balancer l'image. On a Évariste Lachance, Pichoun Xavier-Yeo, Gondowa Emar et Grâce Emmanuela Gon. Voilà, la bonne réponse était bien sûr Alain Guicou. Donc, vous pouvez passer demain, on va dire, au bureau du digital, à la RTI Cocody dès 11h pour récupérer vos tickets. Merci. Merci beaucoup, Paulus. Alors, après la question sur notre page Facebook, il y a la question de notre page Facebook. Dans tout le moule de questions, et vous avez choisi une pertinente à laquelle vous allez répondre aujourd'hui. C'est ça. Et j'avoue qu'aujourd'hui, c'est l'une des rares questions à laquelle, pour répondre, j'ai dû souffrir énormément. Ça sera juste après le jingle. Forcément. Paulus Agathon, C'est Midi, répond à vos questions. Alors la question, elle est de Koneawa et elle demande, elle dit ça peut paraître bizarre, mais vraiment elle demande qu'on essaie de vérifier. Est-ce qu'il y a la mer en Côte d'Ivoire? Et donc, est-ce qu'il y a la mer en Côte d'Ivoire? Et donc pour répondre à cette question, mer? La mer, l'océan, l'étendue d'eau, on va dire. La mer. Ah d'accord. Mais l'océan. Alors, j'ai dû appeler plusieurs entités, parmi lesquelles les eaux et forêts, parce qu'on a certains qui disent oui, on a d'autres qui disent non. Et donc, j'ai même appelé l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, et même des géographes, tout ça pour avoir la bonne réponse, parce que des explications que j'avais, c'était un peu flou. Alors, déjà, que l'on parle de mer ou d'océan, toutes deux désignent des étendues d'eau. Et selon le dictionnaire Le Petit Robert, il n'y a pas de différence entre mer et océan. Pourtant, en fouillant plus loin et sur la base des échanges que j'ai eu avec les différentes entités, on se rend compte que l'océan, en fait, c'est une vaste étendue d'eau salée, mais qui se trouve, on va dire, en bordure des côtes, donc à l'extérieur des continents. Quand on vient sur la mer, en fait, elle, c'est une étendue d'eau qui est également salée, mais moins vaste que l'océan. Et en général, les mers, on les trouve à l'intérieur des continents. Donc, si on prend l'Afrique, par exemple, on a l'Afrique qui est bordée par la mer Méditerranée. Si on prend la carte de l'Afrique, vous vous rendrez bien compte que la mer Méditerranée, c'est à l'intérieur de l'Afrique, en tout cas sur l'une des bordures. Et on a l'océan Atlantique à l'ouest et la mer Rouge au nord-est et du côté du sud-est, l'océan Indien. Donc, en clair, pour répondre à la question de l'internaute, on dira, la question qui est de savoir si on a la mer en Côte d'Ivoire, on dira que ce n'est pas correct. On n'a pas la mer en Côte d'Ivoire parce qu'avoir la mer en Côte d'Ivoire, ce serait par exemple avoir une étendue d'eau par exemple à Boaké ou à Mans, un truc comme ça. Ça n'existe pas. Par contre, on a l'océan Atlantique qui est désigné par abus de langage comme mer. Sinon, on n'a pas de mer en Côte d'Ivoire. Du coup, c'était une très belle question de la part de... Merci beaucoup de nous avoir passé du savoir sur ce point. Mesdames et messieurs, juste après... Oui. Il n'y a pas la mer en Côte d'Ivoire. Et les jours de Ramadan, les tabaski, là, nous, on prend un programme pour aller à la mer. Là. Donc, tout ce qu'on faisait, c'est cadeau. Franchement, j'ai appris, mais c'est bon, c'est bon. Je voulais vous signaler quelque chose. C'est vrai que je n'ai pas de mon invité aujourd'hui. Oui. Mais tu sais, quand tu as un bon cœur, tu n'es jamais bleu, tu as toujours des amis. Voilà mes amis de Facebook qui sont derrière là. C'est le même groupe que moi, les amis d'Azopé. On est dans le même groupe Facebook. Okay. Alors, nous utilisons, c'est une famille virtuelle, on a décidé de se rencontrer, on mène des actions sociales. Ça veut dire que nous, on n'utilise pas Facebook pour faire du n'importe quoi. Nous, on utilise Facebook pour faire les bonnes choses. Et les amis d'Azopé, c'est plus de 17 000 membres. J'en fais partie et nous, on peut même vous offrir des robes. Si vous n'avez rien, vous pouvez vous donner des appuis. Merci beaucoup. On parlera aussi. On recevra juste après la pause commerciale une jeune dame, une africaine, disons exemplaire et aussi engagée sur le plan social et sur bien d'autres terrains. C'est tout de suite maintenant. Je passe à C'est Midi. Et voilà, notre invitée est diplômée en communication et administration des affaires de l'université américaine de Paris. Elle a travaillé aux États-Unis comme chargée de communication d'une grande entreprise IT. En France, pour le géant de la communication européenne Publicis. Elle est rentrée au Sénégal en 2009. Elle a ouvert son agence de communication, disons en groupe, voilà, l'Intelligence Group en 2010, qui a sorti le mensuel Intelligence Magazine. C'est la première femme d'ailleurs à avoir fondé un magazine politico-économique au Sénégal, un magazine qui a interviewé des leaders politiques
politiques tels que Abdoulaye Wade, Macky Sall et plusieurs grandes personnalités, actrices de développement. Elle a côtoyé les plus grands de ce monde. Je citerai pour l'exemple le couple Obama, le président Emmanuel Macron. Et c'est d'ailleurs la première personnalité africaine à avoir décroché un entretien exclusif avec le Dalai Lama. C'est une citoyenne engagée pour plusieurs causes. Je citerai l'éducation des jeunes qui l'a poussée à d'ailleurs mettre en place la plateforme de la grande rentrée citoyenne depuis 2012. Elle a été élue femme entrepreneur de l'année en 2016 par Royal Air Maroc, plusieurs fois classée dans le top 10 des femmes les plus influentes du Sénégal. Wow. Elle a plus de 2 millions de followers sur Facebook. Ami Sarfal, modèle de jeune africain, est notre invité. Ami Sarfal, directrice du groupe Intelligence et président du Forum mondial sur l'avenir de l'éducation. Merci. Merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites. Bienvenue à Kouaba, en Côte d'Ivoire. C'est votre première, Ami Sarfal? Non, c'est pas ma première. C'est d'accord. C'est toujours un plaisir d'être à Abidjan. Bah écoutez, pour nous, c'est un vrai ravissement de vous avoir quand on regarde votre parcours et surtout votre valeur ajoutée, votre contribution au continent en ces quelques années. On se dit, il y a une jeunesse africaine différente, exceptionnelle et qui sait s'imposer. Vous ne le cachez pas, vous le dites à qui veut l'entendre. Ce qui vous intéresse, c'est de produire un impact sur la façon dont les jeunes se perçoivent et perçoivent leur pays. C'est vrai. Ben, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation, de saluer vos téléspectateurs avec une mention spéciale à votre public. J'ai appris tout à l'heure que... C'est un plaisir pour moi d'être à la RTI et j'ai appris tout à l'heure que des étudiants de l'université Houphouët-Boigny étaient là et je voudrais les remercier. Je suis très touchée. Je suis très touchée, d'autant plus qu'ils m'ont fait la grande surprise de me désigner marraine de leur promotion. Ah tiens. Et de me donner le nom de leur promotion. Donc c'est un grand honneur et une fierté pour moi d'être ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Disons que tout se passe bien. Alors, revenons sur cette phrase, je le répète, à souhait et avec plaisir. Ce qui m'intéresse, c'est de produire un impact sur la façon dont les jeunes se perçoivent et perçoivent leur pays. Absolument. On vit dans un monde, comme vous le savez, où l'Afrique est plutôt considérée comme le continent le plus pauvre. Quand on parle de l'Afrique, on fait référence au continent le plus pauvre. On décrit l'Afrique par rapport à son PIB par pays, etc. Et je pense que c'est très important d'aller au-delà de ces simples chiffres comparatifs. C'est important de voir l'Afrique dans sa diversité, de se dire que c'est 57 pays. Et qu'avant de prôner une coopération mondiale, il faut d'abord que les Africains eux-mêmes s'unissent, qu'ils fassent preuve de plus de solidarité, à commencer par les jeunes. Je pense que les générations qui nous ont précédés n'ont pas réussi à parvenir à cet idéal d'État africain uni. Mais notre génération peut encore compter sur sa vitalité, sur son dynamisme et surtout sur cette solidarité que l'on voit à travers les réseaux sociaux où une amie Sarfal est accueillie en Côte d'Ivoire comme si elle était ivoirienne. C'est la preuve qu'on est un continent capable de rebondir après avoir été stigmatisé pendant des années à travers le monde. Et ça passera forcément par la jeunesse. D'où notre intérêt d'aller toujours à la rencontre de cette jeunesse et de les motiver. Effectivement, une jeunesse que vous rencontrez également à travers vos conférences dans des universités prestigieuses, Harvard, George Washington University, Sciences Po Paris. Quel type de message vous portez aux jeunes dans ces lieux, ces circuits? Alors, le message est toujours le même. D'abord, de la reconnaissance, le fait de m'écouter, d'accepter que je porte des conseils, mais surtout un message pour dire que nous sommes notre avenir. Nous sommes le changement que nous voulons. Nous devons être des citoyens, non pas spectateurs, mais acteurs de développement. Nous avons besoin de refuser cette mentalité attentiste, passive, où l'on attend que tout vienne de nos gouvernements. On a vu le résultat pendant des décennies. Il faut aujourd'hui que l'on comprenne que tout ne viendra pas des gouvernements. Ils font leur part, mais nous aussi, nous avons un rôle à jouer. Et ce rôle commence d'abord par essayer de cultiver cette excellence au niveau de l'école. D'où nos tournées de l'excellence que l'on organise un peu partout, d'abord dans le continent, parce qu'avant d'aller à l'étranger, il faut d'abord être sur le continent. Également, quand on va dans ces universités, ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut penser revenir.
La fuite des cerveaux, aujourd'hui, c'est une réalité. On investit des centaines de millions dans des écoles d'excellence qui, au finish, qu'est-ce qui se passe? Les étudiants restent à l'étranger parce qu'ils ont de meilleures opportunités. C'est là où on attend, effectivement, nos gouvernements, qu'ils aident ces jeunes à avoir des opportunités, à revenir et à oser l'Afrique, parce que tout le monde vient en Afrique. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, quand les gens viennent, que nous partons. Quel bon message. Ami Sarfal, heureusement que vous prêchez par l'exemple lorsque vous avez été aux États-Unis, vous avez travaillé aux États-Unis, et Dieu merci, vous êtes revenu vers le continent. Le déclic est parti d'un discours du président Barack Obama. Alors, le déclic, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été là, d'abord, du fait que j'ai régulièrement parlé avec mon père quand j'étais étudiante. Et je savais que peu importe ce que je ferais à l'étranger, il serait satisfait que si je rentrais au pays. Donc, c'était d'abord cette envie de revenir pour être proche de la famille, mais aussi parce que j'étais dans une université où les gens connaissaient très peu le Sénégal. Et pourtant, je me présentais toujours en disant « My name is Amy from Senegal » parce que je voulais que les gens retiennent le nom Sénégal dans leur esprit. Et 15 ans après, quand l'université m'a invitée à revenir pour me donner le trophée de Distinguished Alumni Award, j'ai compris que dans la vie, on n'avait d'abord que son identité. Son identité, c'est notre identité africaine qui doit être notre fierté, notre référence. Et je le dis souvent aux jeunes, on peut essayer de fuir l'Afrique, fuir les réalités, mais il y a une chose inaliénable, inestimable et inoubliable qu'on ne pourra jamais fuir. Et ça, c'est notre identité africaine. Ouais. Et ça, je l'ai porté partout. Et c'est pour ça que je suis revenue, parce que pendant que les autres construisent l'avenir chez eux, mon devoir, c'est aussi de le construire chez moi. Et j'appelle tous mes frères et sœurs de ce continent à être fiers de ce continent, de ce qu'on nous a légué, et se dire que nous avons la capacité de transformer ce continent à travers notre histoire, à travers notre éducation, mais surtout à travers des valeurs fortes que nous avons et qu'on doit assumer avec beaucoup de fierté. Wonderful call to action, on va dire. Alors, je voudrais que vous poussiez un petit mot sur ces rencontres de haut niveau avec... entre autres, le président Barack Obama. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Et puis on viendra aussi sur cette rencontre que vous avez eue avec le Dalai Lama. Je rappelle que vous avez été la première personnalité africaine à pouvoir le rencontrer. Vous avez dû braver, je ne sais plus si c'était 6000 km ou enfin, avant de parvenir à sa résidence privée où il vous a reçu. Alors, effectivement. Qu'est-ce que ce contact avec ces personnalités vous a apporté, enseigné, inspiré? Alors, c'est vraiment le sentiment que nous sommes des citoyens du monde, nous sommes des citoyens africains, nous sommes des citoyens du monde. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que ces personnalités ou ces rencontres internationales, pour ne pas se limiter qu'aux personnes, puissent accueillir des personnes d'autres pays et pas des personnes de l'Afrique. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui s'est émancipée, au-delà de ma modeste personne, des jeunes à travers le continent qui sont émancipés de cette mentalité qui veut qu'on puisse se restreindre un peu. Aujourd'hui, ce sont des jeunes à travers le continent qui bravent toutes les interdictions du passé en se disant que l'Afrique a sa place sur toutes les tables de décision. Et rencontrer ces autorités, je dirais tout simplement que ça a été un rappel permanent que l'éducation est aujourd'hui la voie. L'éducation, parce que si je peux échanger avec le Dalai Lama, c'est parce que je peux parler en anglais. Et c'est ça, en fait, je pousse toujours les jeunes à se dire qu'il faut aller vers l'anglais, parce qu'aujourd'hui... Merci de le faire. Merci. Non, on est souvent sur le français, c'est bien le français, mais il faut aussi aller vers l'anglais, oser les autres langues, ne pas se tracer de limites. Et surtout, le Dalai Lama, ce que ça m'a appris, c'est à braver la peur, parce que, comme vous le savez, c'était à 6000 mètres. Moi, j'arrive même pas à me mettre sur mon balcon. Donc, pour le rencontrer, il fallait braver cette peur, aller vers l'inconnu, et je n'ai pas regretté. Parce que justement, il m'a dit quelque chose que je partage avec les jeunes qui sont sur ce plateau. Allez-y. Il a dit, la peur est imaginaire. La peur, on imagine, on se crée des barrières qui n'existent que dans notre imaginaire. Et il faut oser croire en soi, en ses capacités, et ne rien laisser vous arrêter. Super. Merci beaucoup pour ce trésor que vous nous laissez. Lutte contre l'apatride, le paludisme, les conditions, enfin, engagement aussi en faveur de la condition des femmes rurales, de l'éducation des enfants réfugiés, la promotion de la citoyenneté et de l'excellence au sein de la jeunesse sénégalaise. Vous êtes engagé sur plusieurs fronts, ami Sarfal. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de tous ces combats? Sentez-vous que les lignes sont en train de bouger? Quel est à ce jour le point, peut-être en chiffres et en impact, de votre action, et particulièrement de votre programme, la Grande Rentrée Citoyenne?
N'hésitez pas à nous dire ce que c'est. Ouais. Oui, alors la Grande Rentrée citoyenne, c'est une initiative d'intelligence citoyenne. J'ai pensé il y a quelques années, alors que le Sénégal traversait quelques difficultés dans le secteur de l'éducation, qu'il fallait redynamiser, remobiliser la jeunesse, fédérer autour des valeurs de citoyenneté et surtout lui rappeler son rôle d'acteur de développement. Et nous avions pensé que la meilleure façon de le faire, c'était d'inviter des personnalités qui ont justement eu à faire face à l'adversité à un moment de leur carrière et qui ont quand même songé revenir et construire l'Afrique ou, dans d'autres pays, construire l'image de l'Afrique. Participer en tout cas à la construction d'une image forte, d'une Afrique renaissante. Et donc, c'est une activité qui a réuni des dizaines de milliers de jeunes au fil des années. On a eu 7 éditions. Et ce qui est remarquable, c'est que ces personnes qui viennent parler avec les jeunes, ce sont des mentors, on va dire. Beaucoup de passion. Ce sont des mentors. Quand on le faisait, les gens n'avaient pas encore cette notion de mentoring. Pour beaucoup, ils le découvraient à travers cette initiative. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est un modèle qui est embrassé, qui est accepté et qui permet en tout cas à travers d'autres pays de pouvoir partager l'expérience avec les plus jeunes. D'accord. Beaucoup d'activités également avec les femmes rurales. Je dis toujours, ma grand-mère était une femme rurale, donc c'est un combat qui compte pour moi. Et je suis dans cette logique d'avenir paritaire, d'avenir égalitaire. Et ça se fera seulement si l'on comprend qu'exclure les femmes, c'est vraiment menacer la démocratie, puisque comme vous le savez, dans certains parlements, les femmes ne font même pas 5% de représentativité. Et les femmes constituent plus de la moitié de la population. Donc, plus de femmes. Toujours militantes. D'accord, on va finir sur la raison de votre séjour à Abidjan. Vous y êtes pour une excellente raison, voilà, recevoir un trophée. Bon, pas seulement, mais entre autres recevoir un trophée au grand rendez-vous annuel des ASCOM, les As de la Communication, la 8e édition. Ça va se produire demain à l'espace CRE UMOA. Et on pourra vous entendre. Vous allez donner une conférence, c'est ça? Vous participez à un panel? Oui, je suis invitée pour pour prononcer un discours, justement. D'accord, ça va être demain de 15h à 16h. Oui, je suis très honorée d'avoir été sélectionnée, d'avoir été primée et j'y serai avec plaisir pour rencontrer d'autres personnes qui s'activent dans le domaine de la communication. On a besoin de plus de solidarité et de partage. Ok. J'ai entendu dire que vous rêvez de créer votre propre chaîne de télévision. J'avais dit ça il y a quelques années, oui. Mais vous avez... Je l'espère, j'espère pour bientôt en tout cas. D'accord. Ok, vous allez faire la concurrence à Youssou N'Dour? Non, pas du tout. Sinon, c'est une inspiration. Sinon, c'est quelqu'un qui est notre premier ambassadeur partout. D'accord. Ok. Si dans quelques années, les Sénégalais vous demandent de présider aux destinées du pays parce qu'ils estiment que vous avez le parcours, l'expérience pour, vous leur dites non ou oui? Le moment venu, on en reparlera. Voilà, discours de politicienne. Ami Sarfal, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci pour l'exemple que vous êtes et surtout pour tous les efforts que vous faites en faveur du continent, de son éducation. On n'a pas eu le temps de parler du forum mondial de l'éducation qui s'est tenu récemment à Paris et dont le prochain rendez-vous sera au Sénégal, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Mais en attendant, merci en tout cas, on a partagé un bon moment. Merci beaucoup. Et bonne expérience en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Nous remercions notre cher public, les enfants d'Adzopé, l'Institut supérieur Nanan-Thérèse et le département CERCOM de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci à toute l'équipe. Merci à vous. Et C'est Midi revient demain jusqu'à vendredi. Soyez là, bien sûr.